Bien, donc après ce film qui, je pense, nous aura donné un peu de pêche et qui nous aura rappelé un moment important, je pense que l'exposé de Bruno, justement, nous, bon, à la fois retracera les faits, mais je pense que l'intérêt, c'est aussi de tirer un certain nombre d'enseignements de ces luttes, et je crois qu'il y en a plusieurs à tirer. Donc, je laisse la parole à Bruno pour 45 minutes, et donc, comme prévu, il y aura un temps d'échange après. J'inviterai Nathalie à revenir à la tribune pour qu'elle puisse, y compris, répondre à des interventions portant sur son intervention. Voilà, c'est à toi, Bruno. Merci. Oui, donc ce film, il fait la transition un peu entre les grèves de 48 et les grèves de 63. En fait, et je tenais aussi à ce film puisque il est présenté par Louis Monéron, qui est le trésorier de l'Institut d'Histoire Sociale Mines-Énergie, qui est un mineur de Meussay, qui ne peut pas venir pour des raisons de santé. Mais, enfin, il s'est excusé. Pareil, son camarade Marcel Baudéron, aussi de la CGT, qui était le dernier délégué mineur de Meussay, qui a des problèmes de santé. Donc j'espérais qu'ils auraient pu venir, mais c'est pas possible. Alors je tiens à saluer aussi quand même, juste avant de commencer mon intervention, donc tous les camarades de l'IHS qui nous ont aidés en fait pour préparer en fait d'une part sur la grève des mineurs de 63, puisque je les ai mobilisés en fait en cherchant dans les archives, en interrogeant leurs différents syndicats sur les différents bassins aussi, pour avoir un certain nombre de documents. Je remercie aussi donc les camarades de l'IHS de la Loire en fait qui sont présents. C'est bon avec leur cahier d'histoire qui est très bien fait. En fait, ils en ont fait plusieurs sur les grèves de mineurs. Et donc l'année dernière, ils en ont fait paraître un sur les grèves des mineurs de 63. Donc qui m'ont donné l'idée en fait de faire quelque chose sur la grève des mineurs de 63. Je remercie aussi il y a aussi aussi l'ouvrage donc André Laverne qui vient de la machine en fait, qui a fait le trajet en voiture spécialement aujourd'hui, de venir de la machine de la Nièvre, bravo quand même. Je remercie aussi les camarades du Cantal, de l'IHS du Cantal, donc le président Beck, et puis ils sont venus à plusieurs, plus un étudiant qui travaille sur les grèves de Champagnac. Enfin, je remercie tout le monde, enfin, puis je vous remercie d'être venu. Et puis donc, aussi, puisque juste avant de commencer aussi, le problème des archives que l'on a, en fait, comme on cherche des archives, donc le syndicat CGT des mineurs de Meussay et ceux de Saint-Éloi avaient, lorsque les mines ont fermé, avaient confié leurs archives en fait aux mairies de Saint-Éloi et de Meussay, et qui, à un moment donné, pour faire de la place, ont fait disparaître les archives. Donc il n'y a plus du tout d'archives des syndicats de Meussay et de Saint-Éloi-les-Mines. Donc je lance aussi, puisqu'il y a des enfants il y a des anciens mineurs dans la salle, il y a des enfants aussi de mineurs, qui, s'ils ont des documents, même des cahiers de notes, etc., ça nous intéresse pour approfondir en fait sur cette grève des mineurs de 63. Donc, pour mon intervention. Donc, en fait, le contexte, je souhaitais quand même préciser le contexte, c'est un peu expliqué dans le film. Le pouvoir gaulliste n'a fait que se renforcer de 58 à 62. Donc De Gaulle est arrivé au pouvoir suite au putsch d'Alger le 13 mai 58. La constitution de la Ve République est approuvée par référendum en septembre 58. Donc en 58, De Gaulle n'a pas une grosse majorité, il a 35% des voix, 198 députés. Donc c'est après sa décision qui se ferait suite à l'attentat du petit Clamart, le 20 septembre 62, De Gaulle annonce sa volonté d'inscrire l'élection du président de la République au suffrage universel.
l'opposition des parlementaires, enfin, je vais faire assez rapide, mais c'est quand même important d'expliquer ça. Donc, les parlementaires votent une motion de censure qui destitue le gouvernement Pompidou. Donc, De Gaulle dissout l'Assemblée nationale. Donc, il soumet son référendum le 28 octobre. Il est approuvé à 62,2% des électeurs. Et les élections législatives de 62, 18 et 25 novembre 62, amènent une vague gaulliste. L'UNR recueille 48,3% des voix et obtient 233 des 482 sièges. Le pouvoir gaulliste, jusqu'ici, n'a été confronté à aucune grande grève d'envergure nationale jusqu'au 1er mars 63. Donc la situation des mineurs se dégrade de 48 jusqu'à la grève de 1963, notamment du fait de la division syndicale. Le monde de la mine garde la mémoire cruelle, donc c'est l'exposé aussi de Nathalie, et puis c'est aussi dans le film, la mémoire cruelle de l'échec tragique des grèves d'octobre 48, aucun acquis mais 6 morts, des centaines de condamnations pénales, des milliers de licenciements qui entraînent la perte du logement fourni par l'employeur. Depuis 1948, la CGT a été exclue des discussions salariales nationales par accord entre la direction des charbonnages avec FO et la CFTC. En décembre 1954, les fédérations de mineurs CFTC et FO avaient signé un accord instituant une indexation des salaires miniers sur les prix avec une clause d'évolution en fonction de la productivité. Ce système a bien fonctionné jusqu'à ce que le gouvernement le dénonce en 1959. Donc les salaires sont à nouveau fixés par arrêtés gouvernementaux, ce qui conduisit à un décalage croissant entre l'évolution des salaires miniers et celle du salaire moyen national publié par l'INSEE. Les rémunérations des mineurs, en fait, on arrive en début 63, sont désormais inférieures à la moyenne du privé et du public. Mécontentement et inquiétude se mêlent, donc pour créer le terreau favorable à une combativité renouvelée des travailleurs des bassins. Aux élections de délégués de mineurs de 61, la CGT obtient pour le fond et la surface 70,42% des suffrages exprimés, en progrès de 1,5% sur 52. La CFTC, avec 16,37%, enregistre un gain de 4,21% et passe désormais devant FO, qui, avec 11,80,5% des suffrages, perd 5,80% des suffrages et se retrouve donc la CGT, privée de la plupart de ses mandats au profit de la CFTC et de EFO, reste majoritaire dans tous les bassins miniers. Le tous uni contre la CGT n'a pas affaibli la CGT. La CFTC prend même la place de deuxième organisation derrière la CGT au détriment de la grande perdante FO. Donc le plan Jeannet de 1960 planifie la récession et les premiers puits commencent à fermer. Donc entre 1946 et 1959, la part du charbon dans la demande française d'énergie est passée de 80 à 56%. Le charbon le plus facile à exploiter est rapidement épuisé et la production devient moins rentable, voire déficitaire. Le plan Jeannet, c'est le nom du ministre de l'Industrie au sein du gouvernement de Michel Debré, prévoit une baisse de la production de charbon de 1 million de tonnes par an, la réduction des investissements dans l'extraction, le passage à une logique de coûts de production basée sur les prix du charbon étranger importé, moins cher, et de l'importation du pétrole abondant et bon marché. L'État français modère ses investissements en charbon pour les orienter vers l'énergie hydroélectrique ou le nucléaire. La centrale de Chinon ouvre en 1963. Le charbonnage de France emploie au 1er janvier 1963 200 700 mineurs et employés. Les houillères des bassins d'Auvergne, du Puy-de-Dôme, emploient, elles, au 1er janvier, 3207 mineurs et employés. À Brassac-les-Mines, les premiers effets du plan du gouvernement de récession sont traduits par la baisse des effectifs de 1424 ouvriers en juin 60 à 946 en décembre 62. Les charbonnages ont prévu la fermeture du bassin de Brassac en 1965. Messel compte au 1er janvier 63 741 mineurs. Messel, qui produit du charbon à usage domestique, né en 1963, pas menacé de fermeture, mais subit la mesure générale de suppression de l'embauche, la mutation d'une soixantaine d'ouvriers mineurs dans une usine de reconversion qui a provoqué une grève de 24 heures de protestation le 5 mai 1962. Et puis aussi, ils ont subi la fermeture de leur centre d'apprentissage en juin 62, d'où sortaient chaque année 20 à 30 ouvriers mineurs. Saint-Éloi-les-Mines compte au 1er janvier 63 1520 mineurs
qui produisent du charbon flambant à usage industriel. La baisse des effectifs y est continue. Il y avait 1921 mineurs en juin 60. Donc la grève des mineurs de 63 commence par la grève d'avertissement du rendement de janvier-février 1963. Donc à compter du 16 janvier 63, les fédérations CGT et FO décident à l'échelon national une grève du rendement. Donc les revendications portent sur une augmentation générale des salaires de 11%. L'application de cette augmentation aux retraités, l'octroi d'une 4e semaine de congés payés avec le maintien des congés d'ancienneté, le maintien et l'amélioration de la sécurité sociale minière. De son côté, la CFTC lance le mot d'ordre de grève générale à compter du 22 janvier, mais le mot d'ordre n'est pas suivi. Dans la seconde quinzaine de février, les syndicats sont conviés à une réunion avec les Charbonnages de France et le ministre de l'Industrie, Bokanovski, mais sans succès concernant leurs revendications. Donc, au niveau des 3 houillères du bassin d'Auvergne, ce sont les syndicats CGT-FO qui ont décidé d'appliquer les consignes fédérales, qui consistaient à réduire le rendement individuel de 10%. Dans le Puy-de-Dôme, la situation est complètement normale à Brassac et Saint-Éloi. Seule une baisse du rendement est observée de 5% à Mousset. La grève du rendement qui ne mettait dans la lutte que les mineurs à la tâche, à l'abattage du charbon au creusement des galeries, ne débouche sur aucune avancée. Face à une situation bloquée, une grève illimitée est décidée par les fédérations des mineurs FO et CFTC à partir du 1er mars, tandis que la CGT appelle à 2 journées de grève les 1er et 2 mars. Donc Benoît Frachon, le secrétaire général de la CGT, avait fait repousser le démarrage prévu de la grève en février au 1er mars, quand en février, il estimait qu'une pénurie de charbon aurait eu un impact très défavorable dans l'opinion publique, alors que les températures sont très basses, c'est l'hiver le plus froid, ce qui est confirmé, enfin dit dans le film, et que les Français se chauffent encore majoritairement au charbon. Et l'électricité aussi est produite majoritairement par le charbon, les centrales à charbon. Au niveau régional, la Fédération régionale des mineurs du centre CGT relaie l'appel à une grève de 48 heures, tandis que les dirigeants locaux de FO et de la SFTC ne font pas encore connaître leur position à la date du 25 février. Précision au niveau du Puy-de-Dôme, la CGT groupe 80 à 90% des mineurs syndiqués. Donc la grève nationale des mineurs des 1er et 2 mars. Donc le vendredi 1er mars, la grève des mineurs est effective en France et suivie par plus de 90% du fond en France, avec 18% de grévistes de fond dans le Nord et le Pas-de-Calais, 93% en Lorraine et 92% dans le Puy-de-Dôme pour les mineurs de fond. Toutes les fédérations minières furent convoquées au ministère de l'Industrie où Michel Boris Bokanovski leur déclara que si la grève durait plus de 48 heures, le gouvernement se verrait dans l'obligation de décréter la réquisition. La division marquante en 1947-48 s'était estompée. La fédération CGT du sous-sol a pris contact avec les autres organisations syndicales en vue d'une union complète dans le déroulement de la lutte. Donc la réquisition, De Gaulle met la pression sur les mineurs en signant le dimanche 2 mars donc le décret de réquisition qui s'applique le lundi 3 mars aux seuls mineurs de Lorraine et à compter du 4 mars à tous les autres mineurs de France. Exceptionnellement, le journal officiel paraît un dimanche et est imprimé un dimanche spécialement pour l'ordre de réquisition. La réquisition est ressentie immédiatement comme une provocation par les mineurs qui ne se battent dès lors pas seulement pour leurs revendications, mais contre la réquisition pour la préservation du droit de grève. Donc le lundi 4 mars, les 40 000 mineurs de Lorraine ignorent complètement l'ordre de réquisition malgré la présence en nombre de CRS à proximité des puits. Dans le bassin de Lorraine où De Gaulle avait obtenu une large majorité au référendum de 62, en Moselle au puits Folquemont, 92% de la population avait voté oui au référendum. Les 40 000 mineurs, en plus, adoptent une solution dure. Aucun mineur ne descend au fond. En surface, les fours à coke sont mis en veilleuse. L'envoi du gaz vers la région parisienne a été coupé et le courant électrique coupé. Les jours suivants, la grève, elle aurait appliqué différemment en France. Il y a des grèves totales dans les bassins du Nord Pas-de-Calais, de la Loire, des Cévennes. Il y a grève sur le tas à Lamure, Montceau-les-Mines, Carmaux, de Casseville. Grève du rendement dans les bassins d'Auvergne. Le 5 mai, la baisse du rendement est de 80% à Brassac, 35% à Mousset, 10% à Saint-Éloi. Le 6 mars, la CGT de Mousset, qui a toujours été un peu leader au niveau des 3 bassins,
se prononce pour transformer la grève du rendement en grève totale et illimitée à compter du jeudi 7 mars 1963. C'est un mouvement général en France. Progressivement, la grève se durcit partout en France. À partir du jeudi 7 mars 1963, la grève des mineurs devient totale et illimitée. À l'image de ce que décident les autres mineurs en France, les mineurs de Brassac, Meussay, Saint-Éloi se prononcent pour la grève générale totale et limitée. Donc, au lieu d'éteindre la combativité des mineurs, la réquisition décuple leur détermination à poursuivre la grève. Les fédérations de mineurs déclarent que la réquisition, c'est un échec complet pour le gouvernement. Donc, comme le commente un reportage de la radio-télévision belge, que je trouve assez bon, pour la première fois, un ordre du général n'a pas été respecté. Je trouve que l'humour est assez bon. Donc, le vendredi 8 mars, donc, vous avez la déclaration de Georges Pompidou qui vous a fait rire, en fait. D'où qui déclare « Non, la grève, c'était nullement une façon de nier le droit de grève, et blablabla. » Bon, je passe. Donc, le déroulement de la grève illimitée. Donc, dans l'ensemble des bassins, la grève est totale et illimitée. La production de charbon est complètement arrêtée. Des comités de grève se mettent en place pour organiser le déroulement de la grève. Meetings, manifestations et des commissions de solidarité sont chargés de recevoir les dons destinés aux mineurs. Ainsi, les mineurs de Brassac constituent un comité de grève qui se réunit à la mairie et constitue une commission de solidarité chargée de recevoir les dons destinés aux mineurs, composée de 6 membres des organisations syndicales et de 7 ouvriers. Le comité de grève de Brassac a organisé un meeting dans la Maison du Peuple avec près de 200 mineurs et des interventions de représentants de la CGT, Lou Elzar, Wajdik, Edmond Vigier, secrétaire de l'UD, de FO, Jules Coll, Job de la CFTC, Jules Coll, Job de FO, et pour la CFTC, c'est Louis Travers. Et puis, mais à chaque meeting, il y a des élus locaux, donc pour Brassac, il y a Planet, le député Céfillot, Fournet, le conseiller général, maire de Jumeaux, Gilbert Belin, maire de Brassac, le maire de Henri Bournery, maire d'Alsace-Soulanges. À Meussay, 200 ouvriers mineurs se réunissent en meeting le 9 mars devant le puits Saint-Louis avec leurs femmes, leurs enfants, des représentants syndicaux. Pour la CGT, Antoine Lamiran, secrétaire de la CGT, délégué mineur, Robert Sandouli, secrétaire général de l'UD, les élus locaux, Pinson, maire de Meussay et ses fillots, Manu Bill, maire de Savaigne et ses fillots. Il constitue aussi un comité de grève et un comité de solidarité de 15 membres. Et il défile à Meussay avec des pancartes où on peut lire « Mineurs mais non esclaves »,« Oui au réajustement de nos salaires »,« Non à la réquisition »,« Contre la dictature »,« Unité ». Saint-Éloi et les mineurs ont tenu le 11 mars un important meeting avec près de 750 personnes, dont une majorité de mineurs au cinéma Les Variétés où ils se sont prononcés pour la grève illimitée, en présence de nombreux délégués CGT, Robert Sandouli, secrétaire général de l'UD, Amédée Léonard, qui fait partie des mineurs qui étaient emprisonnés, Robert Nivon, Bardet de FO, Guy Bournat de la CFTC, Michel Bidon, et de nombreux élus locaux, Fourvel, le député communiste, Michel, vice-président du conseil général, maire de Montaigu en Combraille, les maires de Saint-Éloi, Meunier, les maires du You, de la Creusie, enfin. Le 11 mars, le comité directeur de l'UNR, c'est le parti de Gaulle, de la Moselle, demande au Premier ministre la levée de la réquisition et de nouvelles dispositions en vue de la revalorisation du pouvoir d'achat des mineurs. Le mardi 12 mars, les renseignements généraux de Clermont font une note pour faire le point sur le grève dans les houillards du bassin d'Auvergne. Ils indiquent en préambule, dans le Puy-de-Dôme, la plus grande partie de la population a pris une position favorable à l'égard du mouvement des mineurs. Donc ils détaillent aussi la position des députés concernant les parlementaires. Donc les députés SFIO, Ambroise Brugière, Joseph Planet, Fernand Sauzède s'élèvent contre les mesures de réquisition. Eugène Fourvel, pour le PC, rappelle que donc l'action du groupe parlementaire communiste qui a demandé la convocation immédiate du Parlement. Et il y a un seul député UNR, c'est Guy Frick, qui lui fait preuve de compréhension à l'égard des revendications et de l'action des mineurs, mais qui se refuse à rendre publique sa position. Concernant les partis politiques dans le Puy-de-Dôme, donc les fédérations communistes, SFIO et du PSU, se montrent solidaires des mineurs en grève. La fédération MRP, la fédération des indépendants et paysans, souhaitent que le gouvernement reprenne le dialogue avec les organisations syndicales. Et la fédération UNR, pareil que le député ne veut pas rendre publique sa position. Concernant les organisations syndicales, les
RG note que la CGT a lancé de multiples appels aux syndicats pour organiser la solidarité morale et matérielle aux mineurs, que l'UDCTC a largement exprimé son soutien aux mineurs, que l'UDFO, qui a toujours été réticente, je cite les renseignements généraux, qui a toujours été réticente pour se lancer dans un mouvement aux côtés de la CGT, n'a pas hésité dans le présent conflit à prendre une nette position en faveur de l'action des mineurs qu'elle entend soutenir moralement et matériellement. Je ferme la parenthèse. Et puis, donc le 14 mars, le Conseil des ministres décide de constituer un comité des sages présidé par Pierre Massé, chargé d'établir un rapport comparatif sur la progression des salaires dans les secteurs nationalisés et les secteurs privés. Dans le Puy-de-Dôme, alors ça m'a surpris, mais le congrès départemental de la FDSEA prend un vote de solidarité pour les mineurs, pour le gouvernement. Je pense que c'est l'une des premières et peut-être les dernières fois, pour que le gouvernement entende les revendications justifiées des mineurs en grève et d'opposition à la fermeture des mines de Bassin de Brassac, Saint-Éloi et Musset, qui causera un préjudice incalculable pour toute l'économie des régions intéressées. Et ils vont verser un fonds de solidarité des mineurs, les fonds qu'ils ont déjà collectés. Alors, ça me paraissait un peu curieux, mais bon, ça peut s'expliquer parce qu'il y a effectivement, il y a quand même encore, dans le département, il y a des paysans mineurs, il y a une tradition de paysans mineurs, et donc c'est pas si surprenant que ça. Donc la montagne du vendredi 15 mars titre, donc par rapport au comité des sages, la décision du gouvernement de constituer un comité des sages a provoqué une grève de la SNCF largement suivie avec une paralysie presque totale du réseau ferroviaire. À compter de la semaine du 18 mars, les charbonnages de France, qui sont à leur 18e jour de grève, et les conflits sociaux menacent de s'étendre à de nombreux secteurs publics. Des grèves et arrêts de travail sont annoncés à la SNCF, chez EDF, GDF, dans la métallurgie, les PTT, Air France. Dans la Puy-de-Dôme, les mineurs décident de mettre en place des piquets de grève sur tous les puits des 3 exploitations des Houillères. Donc 2 représentants de l'UNR, alors parti de gauche, je rappelle, passant outre consigne de toute la hiérarchie de l'UNR. Donc Maître Fournier, l'avocat à Rion, et Amadieu, qui est un agent de maîtrise à Saint-Éloi, donc un mineur, publie dans la presse, passant outre aux directives, une motion de soutien aux mineurs, astreint à des tâches pénibles et souvent dangereuses, tant pour leur santé que pour leur vie, ainsi que vient de l'illustrer encore tragiquement un récent accident mortel dû à un éboulement sur le front de taille de la mine de Saint-Éloi. Donc le jeudi 21 mars, dans le Puy-de-Dôme, a lieu la marche des mineurs sur Clermont. La montagne titre le lendemain, plus d'1 millier de mineurs ont participé à la marche sur Clermont-Ferrand où ils ont reçu un accueil chaleureux. À la tribune du meeting à la Maison du Peuple ont pris place les seuls représentants de la CGT et des élus locaux. L'UDCGT avait appelé seul en fait à cette marche du 19 mars. Donc c'est un premier, enfin au niveau local, c'est un couac en fait dans l'unité. Donc les dirigeants mineurs locaux de la CGT, de la FO et de la CFTC avaient fait savoir qu'ils n'étaient pas partisans de cette marche sur Clermont. Des grévistes estimant que cette manifestation entraîne de gros frais, que les mineurs ont davantage besoin d'argent que de spectacle. Donc c'est Robert Sandouli, secrétaire général de l'UD, qui a insisté pour que les responsables CGT locaux s'inclinent. Donc les mineurs sont venus, mais pas en force. Ils sont venus seulement avec 4 autocars et quelques voitures. Et le gros de la manifestation est composé des militants des syndicats CGT, de la métallurgie, des cheminots, des fonctionnaires des PTT, des agents hospitaliers. Donc c'est plutôt un semi-échec cette marche. Il n'y a rien à voir avec la grande marche des mineurs, les plusieurs, mais la dernière sur Lens, enfin des mineurs du bassin du Nord-Pas-de-Calais, c'est des manifestations immenses, enfin celle du 29 mars, j'en parle. Donc le 25 mars 63, après la publication, donc le comité des sages a publié son rapport. Donc les dirigeants de la CGT, de la CFTC, de FO avaient été reçus par la direction des charbonnages de France et ils refusent l'étalement de l'augmentation de 8% qui leur est proposée. Et ils sont en désaccord sur la réduction du temps de travail qui est proposée par la direction des charbonnages de France. Donc les vendredi 29 mars, la grève des mineurs entre dans sa 5e semaine. Ça correspond donc avec le meeting monstre à Lens de
70 à 80 000 mineurs, où les différents leaders syndicaux ont indiqué les bases possibles de retour au travail. Donc le samedi 30 et le dimanche 31 mars se tient le congrès de l'UDCGT à la Maison du Peuple en présence de 50 délégués. Le congrès consacre une large partie des débats à la grève des mineurs. Un certain nombre de mineurs sont à la tribune. La page de couverture du document remis aux délégués porte le titre « La grève des mineurs en 1963, le plus puissant des mouvements depuis 1958 » et est illustré d'une photo de la manifestation des mineurs du 9 mars à Mousset. Robert Sandouli, qui présente son rapport moral, note « L'accentuation des luttes revendicatives qui secouent les travailleurs du département, comme ceux de l'ensemble du département, il constate que ce développement des luttes se déroule de plus en plus dans l'unité. Les mineurs mènent une lutte sous le signe de l'unité. Des accords ont lieu entre les militants CGT, FO, CFTC. Dans plusieurs secteurs, les syndiqués, les travailleurs CGT, FO se rencontrent et discutent fraternellement. L'unité doit se développer, afin que face à une seule organisation patronale, il n'y ait qu'une seule organisation syndicale. Le congrès de l'UD prend la décision de demander à tous les salariés du département le versement d'une journée de salaire au profit des mineurs. Dans le Puy-de-Dôme, les RG, comme chaque jour du conflit, font un rapport au préfet avec un état détaillé du conflit. Alors, je voulais montrer les photos, mais je n'ai pas eu le temps de m'y mettre. Donc, ils font le détail par bassin, par poste, premier poste, deuxième poste, nuit, avec les effectifs de grévistes en distinguant donc, le fond, la surface, les mensuels. Note l'attitude des syndicats, donc souvent c'est unanimité des syndicats pour la poursuite de la grève. Et donc ils font état aussi des réactions de l'opinion publique. Et donc on constate chaque fois que tous les élus locaux, notamment des bassins miniers, soutiennent la grève. Et puis donc ils relatent, je ne les ai pas toutes, il y a beaucoup de meetings, beaucoup de réunions qui ont lieu pendant tout le mois de mars. Bon, je vais citer par exemple le dernier, le 30 et 31 mars. 30 mars, 1er avril, le comité de Brassac a organisé un meeting rassemblant 80 mineurs. Le comité de Saint-Éloi, un meeting qui a rassemblé 450 personnes. Le comité de grève de Meusset, meeting public à cette défaite qui a rassemblé 500 personnes, dont une majorité d'ouvriers mineurs. Il ressort de ces trois meetings que l'unité des syndicats pour la poursuite de la grève est limitée totale. C'est les RG qui le disent. Donc le mercredi 3 avril, après 2 journées de discussion et au 34e jour de la grève des mineurs, les représentants des 4 fédérations syndicales de mineurs, donc CGT, FO, CFTC plus la CGC, qui n'avait pas appelé à la grève, ont paraphé un protocole avec la direction des charbonnages de France. Ce protocole, qui doit être soumis aux mineurs, prévoit les points suivants. Les salaires en vigueur au 1er janvier 63 sont majorés de 6,5%. Le 1er avril 63, porté à 7,5% le 1er juillet, 8% le 1er octobre 63, 11% le 1er janvier 64 et 12,5% au minimum le 1er avril 64. C'est assez compliqué. Le deuxième point, c'est sur les avances remboursables. Le troisième point, les congés payés. Et le quatrième, sur l'avenir de la profession, seront réexaminés lors de tables rondes à venir. Donc, les dirigeants syndicaux appellent à la reprise sur ces bases qui leur semblent convenables. Donc, le jeudi 4 avril, l'appel à la reprise est bon gré mal gré accepté par l'ensemble des mineurs en France, sauf dans le Nord-Pas-de-Calais, où les dirigeants syndicaux, Léon Delfos pour la CGT, Berthelin pour FO et Sotti pour la CFTC, sont chahutés, confrontés à des réactions rugueuses, notamment à Douai, Lens, par plusieurs centaines de mineurs qui estiment que les avantages obtenus sont insuffisants, qu'ils ont été trahis par leurs syndicats et qu'ils vont continuer la lutte. Donc le vendredi 5 avril, le travail reprend dans les charbonnages de France, sauf dans le Nord-Pas-de-Calais où 30% des mineurs ont souhaité poursuivre la grève pour obtenir les 11% immédiatement. C'était surtout ce point-là, et puis le fait que les congés payés en fait, sont remis en discussion au mois de juillet. Dans le bassin Lorraine, il y avait une certaine amertume de mineurs inquiets sur le point. Donc dans le Puy-de-Dôme, Louis Monéron l'avait confirmé aussi, par exemple à Meusset, il y avait quand même une certaine inquiétude de reprendre, parce qu'il y avait au moins 2 points qui n'étaient pas l'avenir des mineurs, et puis les congés payés qui n'étaient pas réglés, et puis les 11%, ils ne les obtenaient pas immédiatement, ils les obtiendraient que 31 décembre.
Donc les prolongements de la grève, ses limites et sa portée. Donc la 4e semaine de congé payé, elle est obtenue le 5 juillet 1963. Donc l'accord est signé en matière de droit au repos, accord d'une 5e semaine de congé payé au moins de 18 ans, et la 4e semaine de congé à tous les autres mineurs. Donc Achille Blondeau, pour la CGT, dit que nous avons obtenu la 4e semaine de congé payé. Ah oui, il faut le préciser aussi, puisque la 4e semaine de congé payé est obtenue un peu... Enfin, ça a commencé chez Renault au mois de janvier 63. Et puis progressivement, dans l'ensemble du département du Puy-de-Dôme, il y a une entreprise qui, en mars 63, qui accorde la 4e semaine de congé payé, mais qui le garde secret, en fait. Et puis, progressivement, ça se diffuse, dans les rapports. En allant aux archives départementales, on s'aperçoit que ça devient un mot d'ordre. Vraiment, la 4e semaine de congé payé, c'est une chose à laquelle tous les travailleurs du département, mais partout en France, tiennent absolument. Donc, et par contre, par exemple, chez Michelin, j'ai fait passer aux camarades de chez Michelin, Michelin aussi, il y a des grèves multiples dans le département chez Michelin. Michelin propose la 4e semaine de congé payé, mais en revenant sur l'ancienneté. Finalement, il y a tellement de grèves, il va accorder la 4e semaine de congé payé en maintenant les congés d'ancienneté. Ce qui est obtenu aussi par les mineurs. Achille Blondeau le souligne, on a obtenu la 4e semaine de congé payé tout en conservant nos 6 jours de congé d'ancienneté, alors qu'en 1956, lorsque la loi instituait la 3e semaine de congé payé, un accord Charbonnage de France, FO et CFTC nous supprima les 6 jours de congé d'ancienneté. La 4e semaine de congé donc, ne sera obtenue par contre par l'ensemble des salariés qu'en juin 68. C'est une parenthèse. La solidarité aux mineurs. Donc les dockers français suspendent le temps de la grève les déchargements de charbon étranger. Des collectes ont lieu dans tout le pays. Des dons sont reçus de l'étranger. Plusieurs centaines de millions de francs alimentent les caisses de solidarité qui permettent aux grévistes de tenir. Avec la solidarité interprofessionnelle, le produit des aides, secours, quêtes, les mineurs du Puy-de-Dôme ont été parmi les plus favorisés de France, avec un secours de 10 francs par jour de grève et par mineur pour compenser leur perte sèche de salaire. Il faut savoir qu'en 63, le salaire net journalier moyen d'un mineur, c'est 36 francs pour un ouvrier du front et 28 francs pour un ouvrier du jour. La solidarité concerne aussi les enfants. 22 000 enfants de mineurs sont accueillis, hébergés dans des familles en France et en Belgique. L'avenir des mineurs, c'était un des points aussi qui était présent dans la grève et dans les préoccupations des mineurs grévistes. Donc l'avenir des mineurs, lui, il est peu rassurant. Les propos du général de Gaulle Autain à la sortie du Conseil des ministres du 27 mars résonnent durement. Donc il dit la profession, elle n'en a guère, c'est pourquoi elle s'est livrée à ce soubresaut, sans doute pour la dernière fois. Des grèves comme celle-là ne peuvent pas recommencer avant plusieurs années. Et dans plusieurs années, l'heure du charbon sera passée. Avec la grève de 63, donc le combat syndical va se poursuivre pendant 20 ans pour obtenir le reclassement des mineurs ainsi que la relance de l'extraction charbonnière. Dans le Puy-de-Dôme, Saint-Éloi et Brassac, sont définitivement fermés en 78. Je rappelle, Brassac devait fermer en 65, ils ont quand même pu obtenir. Et la mine de Meussay, elle, ferme en juillet 1989. Donc en France, la dernière mine de charbon, elle ferme en avril 2004 à La Houve en Lorraine. Au moment où la France a fermé ses mines de charbon, la demande mondiale est repartie à la hausse en raison du développement économique des pays d'Asie, Chine, Inde, Indonésie. Je fais une parenthèse, la production mondiale de charbon n'a jamais été aussi importante qu'actuellement. En fait. Je ne sais pas si vous avez vu, en décembre, il y avait des statistiques qui étaient sorties. Le pic de production mondiale du charbon a été atteint en 2022 avec 8,53 milliards de tonnes. Et en 63, la production était seulement que de 1,6 milliard de tonnes de charbon. D'ailleurs, je ne sais pas, vous avez entendu aux informations aujourd'hui, par exemple, que les centrales thermiques ont fonctionné avec du charbon en Moselle pendant 2 jours, donc pour produire de l'électricité. Bon, en conclusion de mon intervention, donc la grève de 1963, c'est la plus grande grève nationale de l'histoire des mineurs. Au-delà de la défense des salaires et du droit de grève, c'est la dernière grande mobilisation
d'ampleur pour préparer leur reconversion. C'est une grève très suivie, c'était favorisé, ça c'est indéniable, par l'unité syndicale sans faille, CGT, FO, CFTC, et qui s'est déroulée partout dans le calme et sans incident. Entre le 1er mars et le 5 avril 1963, les mineurs ont contraint De Gaulle à ne pas actionner l'arme anti-ouvrière de la réquisition. La réquisition est restée en suspens face à la résistance inattendue d'abord des mineurs de Lorraine, puis du Nord et du Pas-de-Calais et du reste de la France. La réquisition, si je pense, fait encore penser à certains anciens mineurs aux réquisitions décidées par le régime de Vichy de la main-d'œuvre civile française au service de l'Allemagne nazie. La classe ouvrière dans le secteur minier incarnait toute la conscience de classe du prolétariat et contraint le pouvoir gaulliste à reculer. En Moselle, au Puy-Folquemont, donc je l'ai dit je crois, 92% de la population avait voté oui au référendum de 62, et pourtant le 4 mars, tous les mineurs étaient en grève. Le pouvoir gaulliste s'est retrouvé isolé face à l'arme de la réquisition, utilisant déjà largement son appareil répressif contre l'OS, n'osant pas envoyer les CRS contre les mineurs, risquant alors de déclencher la grève générale de la classe ouvrière, pas prêt à affronter directement le prolétariat français. Ce qui ne l'avait pas empêché, en mars 62, de réprimer à Charonne, et puis en octobre 61, de réprimer durement les travailleurs algériens qui manifestaient pacifiquement à Paris. Donc la CGT n'était pas pour la grève des mineurs, ça c'est un point que je souhaitais un peu expliquer, mais pour un mouvement du secteur nationalisé, mineurs, cheminots, gaziers, électriciens qui étaient logés à la même enseigne. Donc la CGT est au départ contre la grève générale. Achille Blondeau, donc, qui était le secrétaire général fédération nationale du sous-sol CGT, indique que nous n'avions pas oublié qu'en 1948, face au décret Lacoste, la corporation avait décidé la grève générale. Oui, il y avait eu un référendum, enfin, je n'ai pas tout assisté puisque la presse m'a interrogé pour donc je n'ai pas suivi toute l'intervention de Nathalie. Donc, pour une grève de... Attendez, je ne sais plus où j'en étais. La corporation avait décidé la grève générale. FO déclare ne pas y souscrire mais ne pas s'y opposer. La CFTC s'est engagée pour une grève de 48 heures. Au deuxième jour, FO et la CFTC, après avoir été reçus par Lacoste, s'étaient prononcés pour la cessation du mouvement, laissant la CGT seule dans la grève. Nous n'avions pas oublié la terrible répression de la grève de 48 par le ministre socialiste Jules Mox, ses 6 morts, ses nombreux blessés, ses 3300 emprisonnés, ses 5000 licenciés. Les mineurs et leur fédération CGT avaient très durement payé l'échec de cette grève. Nous ne voulions pas que ça se reproduise. Quelle confiance pouvions-nous avoir dans les directions des fédérations FO et CFTC? L'expérience des 15 dernières années répondait aucune. Donc, en fait, la CFTC et FO, qui appelait à la grève illimitée à compter du 1er mars, alors que la CGT, majoritaire dans les 1000, appelait à une grève de 2 jours, le 1er et 2 mars, se sont trouvés face à une grève générale authentique des mineurs, et la CGT a dû prendre la tête de la grève illimitée des mineurs. Les mineurs n'ont pas débordé les organisations syndicales, mais ont imposé une grève illimitée unitaire qu'aucune direction ne voulait sous cette forme. Achille Blondeau y précise d'ailleurs, ce refus évident de la fédération CGT d'aller à la grève générale a pour résultat d'intensifier la propagande de FO et de la CFTC pour la grève générale. Nous vivons très mal cette propagande, surtout nos militants dans les puits et services. De tous les bassins nous parvient cette réflexion de la messe des mineurs. Pour une fois que la CFTC et FO veulent faire grève, pourquoi la CGT refuse-t-elle? Quand on réfléchit à la situation de l'époque, on aboutit à cette constatation un peu bizarre. Le refus de la fédération CGT d'aller à la grève générale a été un des principaux facteurs qui ont conduit à un engagement irréversible pour la grève générale des fédérations de FO et de la CFTC. Avec la grève de 63, la CGT reprend sa place dans les négociations salariales nationales dont elle avait été exclue depuis 1948 par accord entre la direction du charbonnage avec FO et la CFTC. Fait sans précédent dans un monde minier extrêmement hiérarchisé, des ingénieurs participent à la grève. Donc la grève des mineurs a constitué un événement inattendu, mais en même temps une grève de 5 semaines conduite sans faille pour arracher une revendication aussi limitée que les 11% d'augmentation montre qu'il ne s'agissait pas que d'une grève dite économique. Les mineurs ont fait preuve d'une grande combativité pour affronter le pouvoir gaulliste, qui était en plus au sommet de son pouvoir, en la personne d'un triumvirat des 3 premiers présidents de la République. Donc le président de Gaulle qui était président de la République, le deuxième Pompidou qui était Premier ministre, et Giscard d'Estaing qui était ministre des Finances et qui avait chiffré pour briser la grève chaque
pourcentage d'augmentation ce que l'on accordera aux mineurs ou au secteur nationalisé, ça va coûter 300 millions de francs. Et donc ce sera les Français qui vont payer par leurs impôts ou l'augmentation des tarifs d'électricité, de gaz et des transports. De Gaulle propose aussi à la fin du conflit, dans un discours du 19 avril 1963, une évolution du Conseil économique et social pour intégrer les syndicats et les transformer en courroie de transmission des décisions de l'État bourgeois. La CFTC l'accepte. Pour l'historien Julian Jackson, cette grève sera le point de départ d'une nouvelle période où De Gaulle promeut activement l'association entre capital et travail, c'est-à-dire la participation. Donc Achille Blondeau de la CGT affirme « Ce grand mouvement a conduit à la scission de la CFTC et à la création de la CFDT. On avait donc particulièrement à la Fédération des mineurs une direction arc-boutée sur l'encyclique Rerum Novarum et une partie de la base qui voulait s'en dégager. Il y a aussi une crise interne à FO. Le secrétaire général Hogarth avait refusé d'assister aux discussions au charbonnage de France sous le prétexte que la CGT était invitée. Le principal dirigeant de FO des mineurs du Pas-de-Calais, Maurice Després, très anti-cégétiste, est remplacé par Philippe Menu qui participe au meeting de Lens, lequel a participé à tous les grands meetings intersyndicaux à Lens. L'ampleur du soutien populaire apporté aux grévistes, leur mouvement sera le point de cristallisation d'un mécontentement général diffus et plus profond. Les mineurs avaient montré leur force, qu'ils savaient s'unir et se défendre. Pour le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du sous-sol de la CGT, Achille Blondeau, le conflit marque l'un des premiers reculs du pouvoir gaulliste depuis 1958, ce qui favorise ainsi d'autres luttes sociales et note aussi. Notre grève de 63 avait ouvert la voie ce mai-juin 68, montrant que l'union dans l'action était possible et fructueuse. Voilà. Juste pour terminer, avant qu'on commence le débat, je voulais dire l'importance des archives. À l'Union départementale, l'IHS, on a un dossier sur la grève des mineurs de 63 qui est quand même... Il y a un dossier, enfin, donc avec notamment les coupures de presse, quelques tracts, donc c'est bien qu'il y ait ça. Moi, pour travailler là-dessus, j'étais obligé d'utiliser les ouvrages, je les mettrai dans ma bibliographie, etc., les conseils qu'on m'a donnés de différents camarades. Je suis allé aux archives départementales, j'ai récupéré le dossier des renseignements généraux, enfin, je l'ai photocopié, ça représente ça, le dossier des renseignements généraux, qui suivait vraiment Et la montagne, il y avait tous les jours, plusieurs articles sur la grève des mineurs de 63. Donc c'est un dossier assez important. Donc, pour des analyses politiques, c'est vrai qu'on a besoin aussi des témoignages. Tous ceux qui peuvent avoir dans leur famille des cahiers, enfin, pour expliquer ce qui s'est passé, on est preneur parce que la mémoire ouvrière, c'est pas que les renseignements généraux et la presse. Merci beaucoup Bruno pour ton intervention et sur cette première grande lutte qui a affronté De Gaulle et qui a imposé un recul à De Gaulle.